beaucoup de gens nous disent, mais il y a un château à Roche-la-Molière. Et si, c'est un château XIIe siècle dont on perçoit des choses. C'est quand même époque Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, notamment toute cette entrée. Yves Jounet est intarissable sur le château de Roche-la-Molière. Ce rouchon arpente régulièrement le lieu. Ce qu'il aime, décrypter, faire parler la pierre. Et c'est dans son garage qu'il a entrepris il y a 3 mois de construire sa vision du château. Ces recherches l'ont amené à un moment bien particulier au cœur de la guerre de 100 ans, une époque où le lieu est géré par des femmes. Moi j'ai dit 1378 et je fais une hypothèse à quoi ça peut ressembler en 1378, voilà, qui est un moment majeur pour moi, parce que les dames prennent des décisions très importantes et finalement, comment dirais-je, Loire, douce féminité sauvage. C'est-à-dire que ce soit Blanche de Couzon, que ce soit Anne-Dauphine de Forêt, Catherine de la Vieux, on voit que ce sont des dames qui sont très respectées. Non, le mari est pas là, le mari il est en train de se battre avec du Guesclin et elles organisent la base arrière. Le château de Roche-la-Molière avait une place stratégique. Le lieu faisait office de garnison et était le théâtre de plusieurs activités comme l'extraction du charbon, l'agriculture ou bien l'apparition des premiers commerces. Autant de moments que Yves Jounet a voulu retranscrire dans ses scénettes, un devoir de mémoire à transmettre à la jeunesse. Ce que l'on veut surtout, c'est avoir des enfants qui viennent au château et qui comprennent des anciennes méthodes. Donc l'agriculture est importante. Je veux dire, le boucher qui va récupérer les peaux pour faire du cuir, qui va récupérer du suif pour faire des bougies. La bougie de cire n'étant réservée qu'à l'église ou au seigneur. Donc il y a une énorme activité qui se développe, surtout fin XIVe siècle. Ce sont des transactions de commerce et on sait que ça va être une évolution. D'ici demain, la maquette sera achevée et placée au château de Roche-la-Molière. Yves Jounet espère toujours trouver de nouveaux trésors cachés. Il pose des questions, mais aussi propose des réponses. Comme partout en France, les habitants de la vallée de l'Arve se sont mobilisés ce samedi. Certains ont marché depuis Domancy, d'autres depuis Sallanches. Tous se sont retrouvés à Passy. Ici, dans l'une des vallées les plus polluées de France, la marche pour le climat est avant tout la marche pour un air respirable. On pourrait être plus, on devrait être beaucoup plus. Mais je me dis, pour positiver, c'est comme le verre, à moitié vide et à moitié plein. Je me dis qu'il y a, par exemple, 5-6 ans, on serait un tiers. Mais ce que je constate depuis que j'habite ici, c'est qu'il y a des jeunes qui sont très actifs, qui font des associations, qui créent des AMAP. C'était impensable il y a quelques années. C'était impensable. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la démission de Nicolas Hulot, ça c'est un point, mais le changement climatique, on le voit partout, on voit bien qu'il fait plus chaud tous les étés. Il y a quand même des phénomènes climatiques qui sont dévastateurs. Et je pense que c'était l'occasion de manifester ma solidarité avec les gens qui se battent de façon quotidienne. Faire de la présence et dire qu'on est toujours concerné et qu'on veut qu'il y ait des prises de décision politiques qui viennent améliorer les choses. Cette marche a été coordonnée par un collectif de citoyens Colère Pure. À l'origine des 14 plaintes contre l'État pour carence fautive et des plus de 500 plaintes contre X pour mise en danger d'autrui, le collectif entend aussi mobiliser plus positivement. On trouvait que c'était l'occasion aussi pour un maximum de personnes dans la vallée de montrer qu'ils avaient envie de changer les choses, qu'ils avaient envie de changer d'air, accent grave RE, que nos comportements, on est tous capables de les changer et on est tous capables de se réunir pour en faire une fête en fait, pour que ce soit pris par les gens comme quelque chose de positif. Je pense que maintenant il faut vraiment donner l'envie aux gens d'apporter leurs petites gouttes dans les rivières pour que ces rivières s'épurent, pour que l'air qui passe dans les nuages s'épure. Après la démission de Nicolas Hulot, qui s'était rendu dans la vallée de l'Arve il y a 1 an, tous se montrent plus qu'attentifs, en alerte. Au fil de son histoire, Minatek a reçu des personnalités prestigieuses, mais jamais une visite n'avait fait l'objet d'un tel protocole. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit le descendant de la déesse du soleil Amaterasu, le fils de l'empereur du Japon, j'ai nommé le prince Naruhito. En visite en France à l'occasion du 160e anniversaire de la signature du premier traité diplomatique entre les deux pays,
L'héritier du trône du chrysanthème a choisi de se rendre au centre de recherche grenoblois pour les nombreux rapports qu'il entretient avec les chercheurs japonais. Et de mémoire de Minatek, on n'avait jamais vu ça. Nous recevons énormément de délégations, mais cette fois le protocole n'était pas décidé par l'ambassade, il était décidé par la maison impériale du Japon, ce qui est le plus haut niveau de protocole dans le monde entier. L'occasion pour la presse française de se familiariser avec quelques règles de bienséance. Interdiction de filmer le prince de dos, interdiction de le dépasser, de mettre un micro devant son visage et a fortiori de lui poser des questions. Une fois tous les journalistes placés bien sagement derrière une ligne, son Altesse impériale visite le showroom. Il découvre quelques technologies développées ici, puis rencontre des chercheurs japonais. En fait, j'étais vraiment impressionnée et j'étais un peu stressée. Et vraiment, il était très, très cordial. Et donc, vraiment, c'est un grand honneur pour moi de rencontrer. Ça fait quelque chose. Hors caméra, le prince héritier s'entretient avec quelques étudiants en japonais de l'université Grenoble-Alpes. Alors, on est rentré 2 heures avant lui. On nous a mis un marquage au sol pour pouvoir s'installer. On était assez près les uns des autres, on était 5, donc 3 étudiants. Et on a dû attendre debout pendant 2 heures, tant qu'il arrive. Une attente qui n'entame pas l'engouement de Thomas. C'est inouï, c'est une chance qui ne se représentera plus jamais, je pense. Il y a tellement peu de Japonais qui le rencontrent, alors des Français, vous imaginez bien que c'est incroyable de le rencontrer. Cette rencontre a ceci d'extraordinaire qu'il s'agit de la dernière visite internationale du prince. Il deviendra empereur du Japon le 1er mai 2019, date prévue du retrait de son père. Quand des danseurs vous donnent rendez-vous en plein cœur du cloître du Grand Hôtel-Dieu, ça donne ça, un moment suspendu, une pause chorégraphique. Rendez-vous, c'est justement le nom de ce spectacle proposé dans le cadre de la Biennale de la danse qui débute le 11 septembre prochain. Un spectacle un peu particulier puisqu'il sera visible depuis un casque à réalité virtuelle grâce à cette caméra qui filme à 360 degrés. C'est un peu comme un œil de mouche qui prend tout l'espace à la fois. Donc ce point fixe qui est exactement situé au point où regardera le spectateur, depuis lequel le spectateur vivra l'expérience. Donc il y a un rapport scénique qui est plus qu'au premier rang. Enfin, il n'y aura pas de balcon de paradis ou de première catégorie. C'est tout le monde est en fait aux premières loges. C'est d'ailleurs ce qui a séduit le chorégraphe Fabien Prioville, qui voit dans cette nouvelle technologie une manière de réinventer le rapport au spectateur. D'avoir 14 danseurs qui nous regardent nous, ça arrive très peu, parce qu'au final, dans une salle de spectacle, ils regardent tout le monde. Et puis quand il y a des interventions de danse en extérieur, ça s'adresse toujours à un collectif. Donc là, c'est l'idée en fait d'effacer l'idée de collectif du spectateur et de pouvoir placer l'individu au centre de l'œuvre. L'individu et le lieu aussi, bien sûr. Cette cour du cloître du Grand Hôtel-Dieu que le public va pouvoir redécouvrir. Ce que je voulais, c'est une architecture dansée en harmonie avec l'environnement, pouvoir maximiser l'espace, de pouvoir proposer une expérience virtuelle mais aussi à 360 pour le public. Et pour vivre cette expérience, inutile de prendre rendez-vous, direction le Grand Hôtel-Dieu à partir du 13 septembre. Je vous conseille la fleur de tiare, le frangipanier et la nuit d'été. Bienvenue à Charroux, petit village du département de l'Allier, nommé plus beau village de France pour ses petites ruelles auvergnates remplies d'artisans en tout genre. La moutarde de Charroux, reconnue depuis le 19e siècle, mais aussi les pavés de Charroux, les plantes de Charroux, la confiture de Charroux et depuis 2007, les bougies de Charroux. Au cœur du village, l'unique maison à colombage datant du 14e siècle abrite la première boutique de l'aventure. L'idée est venue de la part de mon épouse qui voulait travailler avec les parfums. Donc de là, nous avons créé la première boutique et atelier des bougies de Charroux. Et moi, j'ai créé la méthode de vente, ce qui fait qu'on marchait en harmonie. Donc mon épouse faisait les bougies, moi je vendais. Et depuis cette époque-là, aujourd'hui, nous sommes à 19 boutiques. Aujourd'hui, 19 boutiques, dont 7 en région Rhône-Alpes, 3 à l'étranger. C'est une passion. En fait, pour nous, c'est une passion. C'est aussi une mode en France. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les bougies. Il y a une très très grande consommation. Il y a aussi beaucoup de fabricants de bougies de qualité aussi, bien évidemment. Donc, on a profité de cette mode pour s'installer et puis de commencer à avoir un petit peu pignon sur rue et surtout de proposer des bougies de qualité.
Pour toutes les bougies, la fabrication est effectuée à Charroux par les artisans ciriers avec des matériaux européens. Alors c'est plus tout à fait de la cire d'abeille. Comment ça se passe? Écoutez, vous avez Béatrice ici qui remplit un mélange donc, de cire chaude, une cire qui est un combiné végétal-minéral, avec du parfum et la couleur qu'on a choisie. Voilà. Qui ensuite va aller remplir nos petits pots de confiture ici et laisser refroidir. Un concept basé sur les bougies de qualité labellisées RAL, la garantie de produits non nocifs pour la santé et l'environnement. Donc ce label, il vous dit quoi? Il vous dit que dans une bougie qui, une fois qu'elle sera finie bien évidemment, et si on la brûle dans les conditions normales d'utilisation, vous allez brûler sans gâchis jusqu'au bout, sans gâchis de cire, puisque la cire ne va pas couler, elle va fondre bien jusqu'au bout. Il vous dit quoi d'autre? Que toutes les matières premières utilisées, de la cire au parfum en passant par les mèches, sont labellisées soit RAL, soit IFRA pour les parfums. D'accord? Donc on a des matériaux qui sont d'une grande pureté, et donc vous allez diminuer au maximum vos résidus de brûlage. Dans les 2 ans qui viennent, les bougies de Charroux vont construire un nouvel atelier et développer les exportations à l'international. Preuve que l'artisanat auvergnat a toujours autant de succès. Musique, costume, tout est d'époque. Pendant quelques heures, le village médiéval de Saint-Victor-sur-Loire prend des allures de décor de conte où l'imaginaire côtoie l'histoire. Vous n'en trouverez pas ailleurs, à part un petit peu chez les Saxons, mais c'est parce qu'ils l'ont piqué aux Vikings. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une danax, donc une hache danoise. Au détour d'une promenade, nous croisons ce couple de nobles du XVe siècle, prêts à faire découvrir, avec leur troupe, la danse médiévale. Mais c'est une passion en fait, l'histoire en général et plus particulièrement le Moyen-Âge. Et donc du coup, à travers nos danses, nos costumes, on montre aux gens des choses qu'on ne voit pas forcément. Pour la plupart, les costumes sont faits sur mesure et à l'époque, se vêtir prenait du temps. J'ai 3 épaisseurs, donc j'ai la robe du dessous, la robe bleue dessus et le surcot. Surcot qui va rester plusieurs siècles dans la noblesse et l'aristocratie française. Et pour s'imprégner encore de l'époque moyenâgeuse, des forgerons costumés eux aussi travaillent sur place. Notre matière première, c'est tout ce qui est sur l'automobile, les ressorts d'amortisseurs de voiture. Et nous faisons aussi des clous, donc des couteaux, des roses, des cloches, tout ce que l'on peut travailler à partir d'un brin de métal que l'on rougit et que l'on façonne. La journée médiévale s'est achevée hier sous un beau soleil. Retour désormais dans un monde plus contemporain.